nous accueillons Florence au 39 21. Bonsoir Florence. Bonsoir Olivier. Bonsoir, d'où nous appelez-vous Florence et quel âge avez-vous? Alors je suis en Bretagne, à Saint-Brieuc plus exactement, et j'ai 57 ans. D'accord, qu'est-ce qui vous amène Florence? Alors c'est votre équipe qui m'a téléphoné, qui m'a demandé d'intervenir, et parce que mon sujet c'est toujours le même, c'est le combat pour les violences conjugales et les féminicides. Donc combat qui est loin, 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 loin d'être gagné. Et voilà, et aussi que mon livre témoignage est sorti en septembre et que du coup depuis ça a accéléré le processus pour que j'intervienne un peu à droite et à gauche, notamment dans des interventions au niveau national, pour passer le message dans des villes et voilà. D'accord, donc vous avez écrit un livre qui s'appelle Mort dans ses yeux? Ma mort dans ses yeux. Ma mort dans ses yeux, d'accord. Mmh. Qui évoque, quoi exactement Florence? Mais qui évoque mon parcours et comment une femme de caractère, une femme comme moi, a pu tomber dans les griffes d'un tel individu, d'un tel auteur, et que je vais jusqu'à une tentative de féminicide avant de comprendre réellement dans quoi je suis, quoi. Donc je retrace tout, parce qu'en fait j'ai commencé à écrire 15 jours, 3 semaines avant que ça arrive. Donc ça retrace tout le schéma, mes peurs, mes doutes, mes angoisses, et la grosse machine après l'acte dans lequel j'ai été broyée, c'est-à-dire la justice qui n'entend rien, qui n'entend pas le discours des victimes, parce qu'on y est encore. Ce discours n'est toujours pas, c'est encore pas, on n'y est Alors, pas, quoi. On n'y est il pas. y a beaucoup de choses dans ce que vous nous dites dans votre introduction. D'abord, on va remonter le temps, et vous rencontrez cet homme dans quelles circonstances? Quelle vie menez-vous avec vous? Et quand vous rendez-vous compte que vous êtes tombé dans un piège? Ah, moi, alors, je l'ai rencontré dans les années 80, 98. Il était marié, donc double vie pendant un certain temps, ce que je veux pas du tout, hein. Je ne le veux pas. Je veux pas qu'il rentre dans ma vie. Je ne veux pas qu'il vienne dans ma vie. J'en ai aucunement ni besoin ni voilà. Moi, je suis éduque à ce moment-là. Je vis ce que je vis. J'ai mon petit garçon de 3 ans. Sauf que moi, je suis une personne qui est tournée vers les autres, et forcément, quelqu'un comme ça et une personne comme moi, j'ai des failles et il va s'engouffrer tout de suite dedans. C'est le discours que j'ai maintenant. Bien entendu, je l'avais pas à cette époque-là. J'étais bien incapable de parler comme maintenant. Donc voilà, je tombe dans ces griffes. Et c'est le prince charmant, comme tous. Il va dérouler le tapis rouge et je vais y croire. Et à chaque fois, je vais y croire. Et ça va durer des années, des années, des années, jusqu'à qu'il y ait divorce, qu'on se marie, qu'on construise un bout de chemin, que je croyais, hein, avec des racines que je croyais, mais tout était faux, tout était un leurre. Mais ça, c'est des milliers de femmes qui vivent les mêmes choses que moi. Et voilà, et je vais jusqu'à... de toute façon, dès le départ, il m'avait annoncé, parce qu'à un moment donné, dans son divorce avec son ex-femme, je trouve qu'il va trop loin. Et je lui dis, mais ne t'avise pas de me faire un jour ce que tu es en train de lui faire. Et il m'avait dit froidement, et moi je suis amoureuse, parce qu'on parle d'une chose, on parle que d'amour. Nous, les victimes, c'est qu'une histoire d'amour, ce qui n'est pas le cas des auteurs. Donc moi, à ce moment-là, j'attends la phrase, mais non, avec toi, ça n'arrivera jamais, parce que toi, je t'aime, et voilà. Et mais non, c'est pas du tout ce qu'il va me dire, et c'est moi qui n'entends pas les mots. Il va me dire, ça n'arrivera pas parce que toi, je te tuerai. Et effectivement, des années après, c'est bien ce qui se passera, c'est qu'il ira jusqu'à la tentative de meurtre, sur mon lieu de travail en plus. Sur votre lieu de travail. Donc, avant, cette tentative de meurtre, il y a des violences, tout de même. Ben, il y a la violence psychologique pendant des années, Oui. que je ne vois absolument pas, parce que moi je suis éduque, la violence, je la connais par cœur. J'ai une mère violente aussi, j'ai toujours eu une mère violente, donc du coup, violente dans les mots et violente aussi physiquement. Donc je connais tous les codes de la violence, donc presque c'est naturel chez moi. Il vous C'est comme... dénigre, il vous humilie, il vous harcèle. Voilà, oui, les mots, ces sales mots, c'est horrible, tout ça, c'est abominable. Mais on encaisse parce que quelque part, qu'est-ce qu'il fait dans tous ces moments de dénigrement? Quelques moments, il va être le prince charmant qu'on a connu au départ, et à chaque fois, on revient dans ce qu'il a été dès le départ. Mmh.
Est-ce que Et on y croit. je sais que les violences psychologiques ont fait place, enfin les violences physiques ont fait place aux violences psychologiques. Euh, Hein, Est-ce que vous pensez que cet homme, parce qu'on l'évoque souvent sur cette libre antenne, si la loi avait été plus dure d'emblée, parce que je vois que vous avez atterri aux urgences avec une arcade sourcilière ouverte, ou hein, plus tard avec le nez hein. dévié, est-ce que Ouais. si cet homme avait fait de la prison avant, si la Ah non, loi avait été attends. plus dure, Oh est-ce que là. vous pensez que ça l'aurait empêché à un Alors, attends. moment? Là, on est en 2007 à ce moment-là. 2007, je suis éducatrice. Je me retrouve dans un hôpital où j'interviens avec les jeunes 2 à 3 fois par semaine. Je suis couverte de honte. Ni je porterai plainte à ce moment-là, ni je ferai savoir quoi que ce soit. Et en plus, je répète, on est en 2007, on ne parle pas des violences conjugales comme maintenant. Oui, non. Et en 2007, c'est les médecins, parce que lui, il vient à l'hôpital, il vient faire son cirque à l'hôpital, à la porte des urgences, et c'est les médecins qui me disent, on ne sait plus quoi faire de lui, au lieu d'appeler la police, au lieu voilà, de me protéger. Ils savent, parce que moi, j'ai dit que c'est des violences conjugales à ce moment-là, je tremblais de partout, voilà, j'étais en vrac, euh, et je vais avec mon goutte à goutte, moi-même, le calmer. J'ose espérer qu'aujourd'hui, ça ne se ferait plus. Ça serait directement, les médecins appelleraient l'hôpital et ne viendraient pas me chercher en me demandant, mais vous ne pouvez pas venir calmer votre mari parce qu'il est insupportable. Et c'est moi à ce moment-là. Et en tant qu'éduc, dans un endroit que je connais particulièrement bien, je ne veux pas que ça se sache. Donc qu'est-ce que je fais? J'y vais parce que je suis couverte de honte. Et constamment, c'est des choses qui se rejoueront dans mon histoire à moi. Ouais. Parce que une belle maison, une situation, une belle voiture, tout brille. Et qu'est-ce que vont penser les autres? C'est quoi le regard des autres sur ça? Et c'est très français. La porte fermée, on ne va pas voir ce qui se passe à l'intérieur. Voilà, c'est Oui, juste, même si j'ai même. 2007, c'était vraiment Ah ouais, non, mais la porte ouverte à tout Mais pour ces complètement, gens violents. Ouais. complètement. On fait un bond, parce qu'après, il comprend très vite. Alors, la violence psychologique, la violence économique, parce que celle-là, on n'en parle pas, mais moi, j'en subis encore les conséquences aujourd'hui. Mais la violence sexuelle aussi, il m'a fallu 3 ans de thérapie pour mettre les mots dessus. Mais ce qui se passe après, quand les coups tombent, évidemment que c'est trop tard quand les coups tombent, mais il y a ce phénomène d'emprise, et quand on est sous emprise, on va toujours pardonner, on va toujours dire il va être mieux, il va revenir gentil, parce qu'il nous en donne des petites miettes comme ça. Et bien évidemment, dans ce process-là, on ne cesse de penser qu'il va effectivement redevenir gentil. Et voilà, on remet une pièce dans le manège et on continue à refaire un tour de manège. Oui, comme d'habitude, en fait, le même piège. C'est le même piège, c'est le même schéma. Alors, que s'est-il passé je vois que vous vivez l'enfer à la maison, hein, Mm, mm, il vous surveille tout le temps, qu'il est tendu. mm, mm, Euh, un jour, vous allez faire des courses et vous décidez de prendre votre temps. Vous êtes mm, allé chez le coiffeur. Vous ouais, rentrez au bout de 3 heures et là, ouais. que se passe-t-il? Ah mais là, déjà c'était très tendu parce qu'il est passé un week-end à dénigrer les femmes parce qu'il avait fait voilà, une fête dans la maison pendant que je travaillais. Moi j'avais eu un lourd week-end, je travaillais ce week-end-là et je rentre à la maison et j'avais la rengaine, lui, les femmes, gna gna gna. Et il me dit, et toi tu vas faire quand les courses? T'as vu le frigo est vide? Enfin bref. Et là je ne sais pas si c'est de la provocation avec le recul, j'en sais, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête ce jour-là. Là, je me dis, effectivement, je lui dis, je vais faire des courses. Et là, je vais chez le coiffeur, je rentre 3 heures après. Et moi, j'ai quelqu'un qui est toujours la montre à la main, à chronométrer ce que je fais. Donc, ça veut dire que pour travailler, j'ai tant de temps. Quand ça dépasse, comme je m'occupe de personnes, c'est pas des boîtes de conserve que je mets dans des rayons. Donc, comme je m'occupe des personnes, j'ai souvent du retard. Et à chaque fois, j'ai la même rengaine, comme quoi je suis pas à mon travail, mais que je suis allée voir un autre homme et que de toute façon, je passe ma vie à ça. Je ne sais même pas comment j'ai des fiches de salaire, mais c'est toujours la même rengaine. Et là, je me dis, ce jour-là, je me dis, sur la route, je me dis, je ne sais pas ce qui va se passer ce jour-là. Enfin bref, me voilà, je rentre et il a le masque. Parce que dans ces moments-là, il y a un masque. Leur visage se transforme. Et il a le masque et je me dis, waouh, là, donc du coup, comment ça s'est passé le,
je déballe mes courses, tout ça, je le vois serrer des poings et je me dis là, je vais prendre cher. Et cette fois-ci, je ne sais pas, je crois que dans mon cerveau, il y a quelque chose qui s'est qui a explosé. Et je lui dis, mais tu veux que je m'en aille, mais cette fois-ci, je m'en vais. Et je m'en vais réellement. Et je vais avoir une phrase en descendant les escaliers, parce qu'il m'accompagne dans le tour de la maison. Et je me dis que s'il avait agi ce jour-là, je ne serais plus là pour parler, parce que dans la maison, je ne serais pas sortie vivante comme j'ai pu Ouais. le faire à mon travail. Et du coup, il me charge même le chien, les croquettes du chien dans la voiture, et je pars où? Avec un berger allemand dans la voiture, je pars comment? Je fais comment? Enfin, c'est pas possible, quoi. Et, euh, et voilà, c'est parti pendant un mois. Alors, pendant ce mois, il me harcèle. Hein, je vais 5 fois en gendarmerie. 5 fois Où on en me prend pas. gendarmerie. 5 fois en gendarmerie avant que ça arrive, où on me prend pas au sérieux. Le premier gendarme, donc là on est en 2014, hein, c'est toujours pas, c'est 2014, et on me rit au nez. Bon, c'est dans un petit bourg. Les violences conjugales, je pense qu'ils en avaient jamais entendu parler, où ils voulaient pas en entendre parler, et du coup on me rit au nez. On me met dehors de la gendarmerie. Mais ça va m'arriver pendant tout mon processus, même après, je vais être mise dehors des gendarmeries et commissariats. Parce que je suis pas la femme, comment dire, il y a une représentation de la femme victime qui est fausse. C'est-à-dire qu'on n'est pas des petites choses. Une femme comme moi qui arrive dans un commissariat, c'est peu probable qu'elle soit crue. Ouais. Pourquoi? Parce que je suis une femme forte, parce que voilà, ce que je représente, ça passe pas. Et ça passera doublement pas, parce que qu'est-ce qu'elle vient se plaindre, encore une de plus, et voilà. Et donc j'ai été mise 5 fois dehors de la gendarmerie, où on ne m'a jamais écoutée. Même quand il a volé des clés dans mon véhicule, il a fait multiples choses. On va commencer à m'écouter quand lui, il va être dans la gendarmerie, à venir se plaindre, en disant oui, elle est partie, et, attention, elle fait tout pour m'énerver, elle va voir ce qu'elle va voir. Et là, ils vont commencer à se dire, il y a peut-être un petit problème. Et ils vont appeler le procureur, et tenez-vous bien, le procureur de cette époque-là répondra, mais dites à cette dame qu'elle se dépêche de divorcer. C'est comme ça que j'ai été protégée en 2014. Dites à C'est cette dame insensé. qu'elle se, Insensé. qu'elle qu'elle divorce rapidement. On sait que ça marche comme ça. J'ai mis 2 ans pour divorcer quand même. Hein. Enfin bref, voilà. Là, c'était juste impossible. Le piège était refermé sur moi. Et pendant ce temps, il me harcèle au téléphone avec de la gentillesse parfois, en me disant mais tu vas pas laisser ton mari comme ça, le laisser tout seul, mais c'est pas possible. Puis après c'était mauvaise femme, tu vas voir ce que tu vas voir, et ton fils n'aura plus de maman. Enfin voilà, j'ai eu tout le. Il a montré toutes ces facettes là à ce moment-là. Et je ne reviens toujours pas. Donc, quelle solution il a? C'est de me retrouver sur mon lieu de travail. Et on va arriver au jour J, donc 15 mai 2014, où lui, il va franchir, là je suis dans un EHPAD, il va franchir les portes avec une arme à la main, et une arme à la main qui est un couteau, hein, planqué dans sa manche, Un couteau, et ouais. il va m'attaquer sur mon lieu de travail devant mes collègues, et voilà. Et il est en représentation. Il est en jouissance complète. C'est comme s'il y avait une décharge et une jouissance complète de ah finalement ce n'est qu'une femme, hein, et comme on n'est que des objets aux yeux de ces hommes-là, mais qu'est-ce qui se passe dans leur tête? C'est l'enfant capricieux qui a perdu son objet, et du coup il va détruire son objet, puisque voilà, ça ne marche plus. Et c'est comme ça que ça marche avec ces auteurs-là. Lorsque vous dites qu'il est en représentation, qu'entendez-vous par là? En représentation, c'est-à-dire qu'on aurait dit qu'il était sur une scène de théâtre, où parce qu'il disait à mes collègues, mais vous avez vu ce que, ah oui, la phrase qu'il leur disait, c'était, vous avez vu les femmes, vous voulez votre liberté, ben regardez votre liberté. C'était vraiment, il était avec son couteau à la main ensanglanté. J'avais des jeunes collègues qui avaient une vingtaine d'années qui étaient pétrifiés, et lui, il était en représentation. C'était une grande jouissance pour lui. Je parle de jouissance, c'est pas rien que j'utilise ce mot, parce que c'est pas ça se voit, et d'où le titre de mon livre, Ma mort dans ses yeux, parce que j'ai vraiment vu dans ses yeux qu'il allait me donner la mort à ce moment-là. Et il pétillait, il était waouh. Ouais, il était surexcité, quoi.
Voilà, oui, je sais pas comment on peut, même encore maintenant, j'arrive pas à mettre vraiment les mots de cette image qui m'est restée où voilà, c'est au-delà de la je sais pas, je sais encore pas quel mot mettre là-dessus. Qu'est-ce qui l'a mis, en rage comme ça, qui l'a fait rentrer dans une folie, ce jour-là, en fait, le 11 mai Parce que 2014? le 15 mai 2014, c'est parce que je revenais pas, tout simplement. Le 15 mai, Je pardonnez-moi, oui. Ouais, je revenais pas, c'est juste ça. C'est juste son problème, c'était que je ne cédais pas cette fois-ci et il a senti. Je pense qu'il a senti cette fois-ci parce que au niveau national, et c'est pas moi qui invente les chiffres, c'est au niveau national, il y a 9 départs et retours d'une victime. On fait des allers-retours et il y a un moment donné, bon, c'est national et c'est une moyenne, hein. Donc il y a des femmes qui peuvent en faire 7, 5 ou voilà. Je ne sais plus combien j'en ai fait un paquet moi. Et du coup, je pense qu'à un moment donné, ils sentent quand c'est le moment où on reviendra pas. Et je pense que c'est ça qu'il a eu ce jour-là et qui s'est dit, voilà, de toute façon, elle revient pas, je la tuerai. Oui, c'est toujours, ce sentiment que vous êtes à lui, qu'à lui et Mmh, que vous ne ferez mmh. rien d'autre dans votre C'est vie qu'être à lui, en C'est ça. fait. Et en plus, moi, l'attaque est qu'au visage. Donc, je suis, malgré, même si je suis vivante et j'ai énormément de chance et je suis sur ma chance tous les jours de savoir que je suis vivante, que de sentir la vie en moi et tout ce que je fais maintenant. Mais je suis marquée au visage. Donc, le visage, c'était mon identité. Oui, Donc, oui. en plus, si je survivais, il fallait que je sois marquée à vie. Et je suis marquée à vie. Et, voilà, c'était c'était mon identité. Il n'a pas attaqué. Il vous a attaqué au visage, c'est-à-dire que vous avez, il vous a attaqué au cou, hein, c'est ça? Ouais, il cherchait les carotides, ça je l'ai vu tout de suite. Ouais, ouais. C'est pour ça que je me suis mis par terre pour me protéger, mais il m'a quand même ouvert de la lèvre à l'oreille voilà, pour signer son acte en plus, parce que vu que je lui refaisais front, parce que moi je voyais mes collègues complètement terrorisés, et je lui ai dit, j'ai eu la phrase malheureuse en lui disant, je te savais malade, mais fou à ce point-là, jamais je l'aurais pensé. Et là, il m'a ouvert de la lèvre à l'oreille en passant par-dessus une de mes collègues quand même, hein. Alors, après vous avoir agressé, vous êtes, conduite à l'hôpital, je suppose, en Ouais, urgence? je suis conduite à l'hôpital, Vous donc sub dans le vous Jura. vous subissez une Et intervention, non, alors déjà là, je suis pas dans le bon hôpital parce que c'est une chirurgie faciale qu'il me faut, donc ils m'ont transportée ailleurs. Oui, après j'ai la chirurgie au niveau du visage, du cou, tout ça, et je suis réparée, mais voilà, ré- réparée quoi. Mais c'est que le début. Alors là, c'est déjà pas rien, mais c'est que le début des problèmes, parce que c'est que le début de l'histoire, hein. Parce que la vie d'après, eh ben, faut y arriver à la vie ouais, d'après. bien évidemment, C'est ouais. un sacré parcours. Parce que bon, moi je fais bon, le chirurgien qui est merveilleux, il m'a super bien refait et tout ça. Sauf que après on me met dehors de l'hôpital parce que en fait j'ai rien. Une fois que je suis réparée médicalement, même si j'ai les doigts coupés, enfin bon bref, et après, faut où c'est que je vais? Ma maison est sous scellé, enfin, c'est juste pas possible. Donc, je suis après, alors toujours pareil, c'est 2014 et l'hôpital, ben, j'ai pas d'interlocuteur qui comprenne dans quelle détresse je suis. J'ai une assistante sociale très jeune qui ne sait pas du tout quoi faire de moi. Je les supplie de me mettre en maison de repos parce que très vite, je comprends qu'il va falloir du repos pour pouvoir rebondir, pour pouvoir faire quelque chose. Et je ne parle même pas du 39-19 ni de rien du tout parce que même si j'étais éduque et que j'ai baigné là-dedans, j'ai tout oublié, je ne connais plus rien. Et là, on me propose le 115. Et après l'hôpital, j'ai atterri au 115. Donc ça veut dire que Ouais. 115, c'est avec les gens de la rue. Je me retrouve dans un appartement vétus et des soins énormes sur le visage parce que certes, je suis recousue et tout ça, mais j'ai 2 infirmiers par jour qui viennent me faire des soins, qui viennent me faire des pansements, tout ça. Et je suis dans un appartement où il y a plein de microbes, c'est juste pas possible. Et des mecs qui font du trafic dans la cour à côté. Et je me dis, mais là, je suis encore plus bas que bas, quoi. Et ce jour-là, parce que j'ai passé la nuit au 115 assise sur un matelas à me dire, je vais passer par la fenêtre, parce que là, c'est pas possible, parce que c'est encore pire que ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant. Si ma maison avait été ouverte, je rentrais chez moi, hein. Qu'il soit là ou qu'il soit pas là. Bon, bien entendu, avec son acte,
il était en préventive. Mais voilà, moi, ça aurait été que moi, je rentrais chez moi, hein, parce que là, c'était pas possible. Mais qu'est-ce que je faisais là, quoi? Ouais, vous m'étonnez, c'est franchement, mais Et vous savez, bon, alors j'allais vous dire que la situation des femmes là, un homme qui fait ça aujourd'hui, bien évidemment, on va voir la suite, de votre histoire, on va voir que la loi a évolué par rapport à ces agresseurs. Mais, bon nombre de femmes se retrouvent comme vous au 115, aujourd'hui ouais, ou, ouais, comme ça avec, des enfants sous le bras et ouais, c'est ouais. souvent encore très compliqué, pour bon nombre de femmes qui doivent, partir dans l'urgence. Et, Vous êtes et resté combien de temps, comme ça dans le 115? Alors, le lendemain matin, j'ai quand même mon côté éduque qui ressort. Et le lendemain matin, je me dis, je peux pas rester comme ça. Je vais traverser la cour, aller voir les professionnels pour leur dire que là, c'est pas possible. Je peux pas rester comme ça. Et en fait, là, j'ai une chance inouïe, c'est que dans le couloir, au moment où je vais rencontrer les professionnels, je croise une femme qui me dit, vous voulez me suivre? Et comme je suis complètement paumée, j'aurais suivi n'importe qui. Et il s'avère que c'est la psychologue de Solidarité Femmes. Et c'est là, à ce moment-là, que tout va s'enrayer pour moi, tout va se mettre en route pour moi. Et j'ai une chance inouïe ce jour-là. Et je suis d'accord que c'est encore pas le cas de toutes les femmes aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de la place pour tout le monde. Parce qu'à ce moment-là, la psychologue va prendre son téléphone, elle va bousculer tout ce qu'il y a de ce qui se passe d'habitude, parce que d'habitude c'est une liste d'attente, il faut passer en commission et tout ça. Et là, elle va dire, j'ai une femme en face de moi, je ne peux pas la laisser comme ça. Donc les portes vont s'ouvrir tout de suite et je vais avoir un studio dans la même semaine sécurisé, dans un endroit sécurisé, parce qu'il ne faut pas oublier que moi, après une attaque pareille, j'avais peur de mon Ah, ombre, vous m'étonnez, j'avais oui. peur de tout. Bien sûr. J'étais incapable de prendre un bus, j'avais plus de voiture, j'avais plus rien. À la limite, je ne savais même plus conduire. Donc, je suis dans une ville que je ne connais pas, que je suis paumée comme tout. Et là, je vais être prise en charge, mais je vais être portée par l'équipe de Solidarité Femmes pendant des mois. Et ça ne va pas durer des mois, ça va durer 2 ans, quand même, cette histoire-là. Parce que, certes, il y a l'attaque, il y a les soins médicaux, mais après arrive la justice, et là, moi, j'étais broyée. Je me suis dit, mais encore aujourd'hui, je me dis, mais comment c'est possible de vivre des trucs Ouais, pareils? ouais, ouais, Et bien sûr, bien sûr. parce que c'est incohérent au possible, c'est les gendarmes qui nous appellent, qui veulent qu'on soit là tout de suite. C'est la justice qui nous dit des choses qu'on ne comprend rien. C'est confrontation, plus confrontation le lendemain, parce que monsieur demande des demandes de sortie sans cesse, et du coup, il faut contrer tout ça, donc il faut avoir des stratégies en face. Mais nous, on n'y connaît rien. Donc du coup, moi j'ai été broyée là-dedans. Et Dieu merci pour l'équipe de Solidarité Femmes qui n'a eu de cesse de me porter à bout de bras. Et psychologiquement, parce que j'étais détruite, parce que il y avait le physique, mais il y avait aussi le côté psychologique où j'étais complètement détruite. Ouais. Et quand on est en hébergement, qu'on est comme moi, j'ai eu la chance de l'être dans un endroit sécurisé, qu'on rencontre des autres femmes, on se dit, ah mais mince, il n'y a pas que moi dans cette situation. Et ce qu'elle raconte, ça rebondit sur moi, c'est en résonance on raconte la même histoire. On est complètement différentes, mais toutes, vous nous prenez toutes une par une, on raconte à peu près le même fil. Ouais. Il a été interpellé, cet homme? Alors, il est interpellé après une course-poursuite et retranché dans notre maison. Retranché Et dans votre maison, il ne veut pas se ouais, il a rendre? été retranché, il a blessé un gendarme, bon, certes légèrement, mais ça fait des dégâts, mais je vous dirai plus tard pourquoi. Il y a, et après, oui, il a fait 18 mois de préventive. Mais on est emprisonné, c'est marrant, enfin c'est marrant. Lui, il était en préventive, mais moi j'étais en hébergement. Donc chacun de notre côté, c'est comme si moi j'avais fait aussi une faute. Et du coup, ma vie s'est arrêtée. J'étais suspendue à un fil pendant des mois, des années. Et 18 mois de préventive, et il va sortir de cette préventive. Il va sortir avec un bracelet électronique. Et attention, tenez-vous bien, il est remis dans notre maison. La victime dehors, lui dedans. Et là, il va recommencer. Oh, il va pas tenir très longtemps, hein, parce qu'il va m'appeler 2 jours après être sorti. Ah Parce oui, que là, oui. ça C'est un aussi, c'est enragé quand important de le même. dire.
Oui, mais ils sont pratiquement tous pareils. Quand je vois maintenant les autres femmes que je suis, c'est exactement pareil. Et ils sont à peine sortis que ça y est. Donc on se dit que la prison, finalement, ça apporte quoi? On n'est même pas tranquille pendant qu'ils sont là-bas. On ne sait même pas quand ils sortent. On n'est même pas prévenu. Enfin, c'est juste incroyable ce qui se passe encore maintenant. Et donc du coup, il ressort, il est remis dans notre maison, moi dehors. Et il se revictimise. C'est lui le pauvre malheureux. C'est lui qui a eu une femme épouvantable, comme la première était, mais la deuxième était pareille. Et donc, du coup, c'est à nouveau lui la victime, et à nouveau, il va recommencer. Et moi, j'ai des appels. Je vais au commissariat. Parce que là, c'est plus la gendarmerie, mais c'est le commissariat. Et qu'est-ce que j'ai comme réponse à ce moment-là? C'est, mais il fait que de vous appeler. Enfin, c'est pas grave, quoi. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Vous avez raison, vous l'avez dit vous-même, hein, Florence. On Hum. est en 2007 à l'époque. Il n'y a pas cette sensibilisation et tout, Non, là, tout on ce est qui est fait déjà en deux. autour des Oui. violences faites aux femmes. On est dans une époque où la parole de la femme n'est pas respectée, n'est pas entendue. On va faire une pause parce que l'info arrive sur Europe 1, Florence, et vous allez nous parler de la suite de votre histoire. À tout de suite. D'accord. 23 heures passées de 3 minutes, vous êtes sur Europe 1 et c'est votre libre antenne. Vous pouvez composer le 39 21, 50 centimes d'euros la minute, ou nous écrire au 7 39 21, suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace. Nous sommes avec Florence qui nous raconte ce soir l'agression qu'elle a subie en 2014 par l'homme avec qui elle partageait sa vie, un homme qui va être, après avoir tenté de l'assassiner, mis en prison, appréhendé, 18 mois de prison, et puis il est remis en liberté avec un bracelet électronique. Il vous appelle, Florence, vous êtes terrorisée, bien évidemment. Après cette tentative de féminicide, en fait, votre reconstruction a été sans doute longue, Florence, puisque je crois que vous avez été obligée de quitter votre région parce qu'il ne se... Lui ne voulait pas s'arrêter de vous appeler, il vous pourchassait plus ou moins, il vous appelait, Oui, il était oui, encore là. oui. Alors, ce qui est incroyable, c'est que après 18 mois de préventif, dans l'attente d'un procès d'assises, c'est quand même pas rien. C'est les assises. On se prépare à aller aux assises, donc c'est hyper long d'attendre un procès d'assises. Faut le préparer et c'est pas rien. Et, euh, et là, il y a une enquête qui a duré 2 ans, je ne sais pas pourquoi, parce que 2 ans d'enquête, alors que l'arme était sur le lieu, mes collègues étaient suffisamment nombreuses pour être témoins. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi attendre autant d'années pour faire quoi. Et en fait, oui, dès sa sortie, il me retéléphone et le mieux, la cerise sur le gâteau, c'est qu'il va se sauver parce qu'il est remis en liberté, mais avec un bracelet électronique, et il va se sauver avec le bracelet électronique une nuit, une journée. Et là, je me dis, oh là, alors là, ça va pas aller, quoi. Il va avoir ma peau parce qu'il me loupera pas 2 fois. Donc chez moi et où j'étais, il y avait 40 minutes de route. S'ils sont capables de le perdre une nuit, une journée, imaginez ce qui se passe dans ma tête avec les appels et Ouais. tout ça. Et le tour de manège, je le refaisais, quoi. Je retournais au commissariat, mais c'est pas grave, il vous a rien dit, il vous a pas menacé, tout ça. Non, non, mais non. Voilà. Alors que j'avais une ordonnance de la juge d'application des peines qui me disait qu'il n'avait pas le droit ni de voie directe ni de voie indirecte de m'approcher ni de prendre contact avec moi. Il a fait sauter tout ça. Et là, avec mon avocate, à ce moment-là, on se dit, là, il va être réappréhendé et il va repartir à la case départ, Oui. c'est-à-dire en prison. Est-ce qu'on attend tout ça? Eh ben non, à ce moment-là, on lui donne une tape sur les doigts. Alors c'est moi qui le dis, forcément, mais on lui met une tape sur les doigts et on lui dit, il faut pas recommencer. Et voilà, c'est comme ça. Et moi, je me dis, mais là, c'est à moi de me protéger parce que personne ne me protège. Donc j'ai traversé toute la France et je me suis planquée. C'est les seules solutions que... Alors moi, j'ai vraiment, et j'insiste là-dessus, j'ai vraiment de la chance parce que j'avais pas d'enfant avec lui, parce qu'imaginez bien que si j'avais eu un enfant, que je sois obligée de lui présenter mon enfant à ce moment-là, c'est ce qui arrive à des centaines de femmes Oui. actuellement, c'est de représenter son enfant, c'est-à-dire qu'on les remet en danger à chaque fois. Et les enfants, c'est quoi? C'est des armes. Pour eux, qu'est-ce qu'ils font? C'est leur bras armé. Ils vont constamment détruire la maman Ils savent en tout cas que aux c'est enfants. le moyen de pression le plus Mais efficace. bien sûr,
Mais bien sûr, les femmes, elles réagissent quand? Elles réagissent quand ça s'attaque. Bien souvent, c'est quand ça s'attaque aux enfants. Mais là, constamment. Et là, j'ai des milliers d'exemples actuellement, parce qu'évidemment, comme je suis devenue un peu plus publique, les femmes viennent à moi. Et je peux vous dire qu'on y est encore. Et on est en 2022 cette fois-ci. On n'est plus en 2014, on est en 2022. Et encore, aujourd'hui, j'ai une victime qui était dans un tribunal parce que non-représentation d'enfants, alors qu'on a Édouard Durand, ce juge formidable, qui ne cesse de marteler que des enfants vivent des scènes de guerre, que même s'ils ne voient pas même s'ils voient pas les scènes de violence, la violence est tout le temps à l'intérieur de la maison, elle est tout le temps là. Donc du coup, mais à nouveau, on remet ces enfants et ces femmes en danger à chaque fois, et ça continue. Et ça me met hors de moi. Parce que moi, j'ai eu, dans mon parcours, j'ai eu de la chance parce que je n'ai jamais cédé. Il aurait voulu qu'on ait un enfant. Maintenant, avec le recul, je me dis, mais c'était pas un enfant qui voulait de nous. Belle. Non, c'était une paire de menottes. Mais oui, c'était encore pour plus me ligoter. Il m'a ligoté financièrement, il m'a ligoté de toutes les façons. Sauf qu'il n'a pas pu me ligoter de ce côté-là parce que j'avais déjà un fils. Il avait des enfants de son côté et je ne voulais surtout pas avoir un enfant. Enfin, je ne sais pas comment j'ai fait ça. C'est le caprice que je n'ai pas cédé. J'ai tout cédé à tout, sauf à ça. Donc j'ai protégé quelque part cet enfant qui était peut-être en devenir, mais quelle horreur ça aurait été après. Et ces femmes-là, parce que j'en reviens à toutes ces femmes qui sont obligées de présenter, qui se retrouvent en garde à vue pour non-représentation d'enfants. Depuis quand on met une mère en garde à vue? Alors ça va être fini, soi-disant, parce que voilà, je suis pas sur un plateau télé, là, il y a 15 jours, 3 semaines, elle m'a dit que c'était terminé, mais je voudrais bien le voir dans la réalité, si c'est réellement terminé, parce que dans la justice, on n'y est pas du tout. Elle vous a dit quoi, la ministre, il y a 15 jours? Je n'ai pas saisi. Elle m'a dit que ça y était. Ils étudiaient. Alors, elle m'a dit plusieurs choses, mais elle m'a dit notamment celle-là, c'est qu'ils étudiaient le problème de ce lien parental qu'il faut absolument, parce que ça, c'est aussi on est sous ce patriarcat où on veut à tout prix garder les liens, préserver les liens. Mais comment on préserve des liens avec un père, un compagnon violent? On sait qu'un compagnon, un père violent n'est pas un bon père. On n'arrête pas de le marteler, on n'arrête pas de le dire, mais non, on continue, et on continue, et on continue. Et il y a combien de femmes comme ça qui sont dans mais c'est juste insupportable ce qui se passe. Juste insupportable. C'est insupportable parce qu'on voit même... je connais bien l'association des familles victimes de féminicide pour en être le parrain. Et sachez qu'il y a un jeune garçon qui nous a appelé sur cette même antenne pour nous raconter que son petit frère, son demi-frère, allait même voir en prison, vous savez, en unité familiale. Il passait un week-end avec celui qui avait tué sa mère, son père. Donc, ces choses-là ne doivent pas continuer. De toute façon. J'ai vu le témoignage d'une personne qui est formidable, c'est la présidente de je ne sais plus quelle association là, des féminicides, effectivement, qui disait qu'elle avait dit à cet enfant, enfin c'est une fille je crois, qu'elle avait dit qu'elle avait le droit d'aimer son père quand même. C'est tout à fait... Mais c'est juste incroyable d'avoir des paroles comme ça, parce que nous, on est habités d'une haine pas possible, parce que, voilà, c'est juste... Mais d'avoir ces paroles sages, de ne pas priver l'enfant. Mais de l'autre côté, quel discours il y a? On est loin de ces discours-là, de l'autre côté. Quand on voit que les enfants ne sont même pas pris en charge psychologiquement, ils ne peuvent pas avoir des soins psychologiques sans passer par ces individus-là pour donner l'autorisation. Comment c'est possible? Comment c'est possible qu'il n'y ait pas des soins de donner directement, gratuitement, quand on vit un enfer pareil? C'est encore aux mères de payer, alors aux mères quand elles sont encore vivantes, ou à la famille quand malheureusement c'est des féminicides, et c'est à eux de payer les charges psychologiques. Alors que, mais Dieu sait s'ils en ont besoin, ces enfants, et tout le monde en a besoin quand on vit un drame pareil. Oui. En tout cas, Florence, vous avez été délivrée, quelque part, puisque votre agresseur est décédé en juillet 2017, quelques mois avant d'être jugé. Donc, en 3 ans, il n'aura jamais été jugé, cet homme. C'est ça. Alors, beaucoup me disent que j'ai eu de la chance. Pour moi, ça a été le début d'un autre combat, parce qu'il a fallu que je me fasse reconnaître victime contre quelqu'un de décédé, ce qui est très compliqué.
J'avais un autre aussi un autre gros problème, c'était que j'étais dans la fonction publique territoriale qui ne m'a jamais reconnue en tant que victime, parce que c'est arrivé sur mon lieu de travail, mais je n'étais pas reconnue en tant que victime sur mon lieu de travail. C'était un tiers qui m'avait attaqué. Ce tiers s'avérait être mon mari, donc c'était pas un résident ou quelqu'un qui m'avait attaqué. Donc j'ai eu des gros problèmes pour sortir de la fonction publique territoriale. Et pour me faire reconnaître victime, ça a été très compliqué. J'ai passé multiples expertises pour démontrer tout ce que j'avais vécu, que j'avais été obligée de quitter ma région, que j'ai eu un gros trauma, que je n'avais plus de travail. Enfin, ça a été juste incroyable, ce parcours. Et je me doute. Qui Vous n'est pas, avez... qui n'est, toutes les victimes perdent leur travail, leur maison, on perd tout. Hein. Oui. On est obligé de recommencer à zéro. On n'a plus rien. Aujourd'hui, vous exercez comme psychopraticienne et thérapeute auprès de femmes qui sont elles-mêmes victimes de violences. Vous dites que c'est ce qui vous a reconstruit au final. Alors, j'ai eu besoin de comprendre pourquoi une femme de caractère comme moi, une femme, bon voilà, assez forte, qui a pu tomber dans un tel piège. Donc, j'avais besoin de comprendre. Donc, je me suis formée en tant que praticienne, psychopraticienne, superviseuse, et je me suis formée à j'ai fait toutes les formations par rapport à toutes les violences. Et sachant que j'avais déjà pas mal de choses parce que j'étais éduque aussi, donc j'ai toujours travaillé avec l'être humain. Donc voilà. Et au niveau national, je suis devenue une personnalité qualifiée de Solidarité Femmes, la fédération. Donc j'interviens aussi au niveau de la Fédé avec des groupes de travail. Il y a plein de choses qui se font. Et c'est juste que la justice est une telle machine à bouger que c'est là que ça pêche. Parce que ils sont en prison. Moi, j'ai l'exemple d'une femme, il l'a étranglée devant son enfant. Enfin, il a essayé de l'étrangler c'est ses voisins qui l'ont aidé. Et en fait, il a été condamné à 8 ans. Au bout de 3 ans, il est sorti pour se marier. Et il est sorti, il était à quelques mètres de chez elle. Comment, sans jamais elle a été prévenue, jamais. Enfin, comment c'est possible qu'il y ait des choses comme ça? Ils sortent de prison, on n'en sait même rien. Ils prennent 8 ans, on croit qu'ils sont 8 ans enfermés, mais ils ne sont pas du tout 8 ans enfermés, c'est complètement faux. Vous voyez? Et c'est au niveau de la justice que ça pêche vraiment. Une femme qui se présente au tribunal, comme celle d'aujourd'hui que je connais très bien, elle est à côté de son agresseur. Il n'y a même pas de lieu pour la recevoir, pour qu'elle se sente en sécurité. Enfin, c'est juste, voilà, cette justice infernale qui ne se donne pas les moyens. Il n'y a pas les moyens, il n'y a pas les moyens financiers pour bouger cette grosse machine. On ne cesse. J'ai rencontré Emmanuel Macron aussi à la solidarité des femmes. Je lui ai expliqué mon parcours. C'est l'argent qu'il faut, c'est de l'argent. Les moyens, ils y sont. On connaît, c'est les besoins maintenant. Oui, bon, je m'enflamme parce qu'évidemment, je m'enflamme là. Ça sera ma dernière question, qu'est-ce que vous pensez de la politique, en tout cas des résultats de la politique de ce gouvernement qui a déclaré comme cause nationale la protection des femmes victimes de violences? Quels sont, à votre avis, est-ce que les résultats sont à la hauteur de ce qui a été annoncé? Non. Non, parce qu'ils n'ont pas mis les moyens. Alors certes, moi en 5 ans, j'ai vu bouger quand même. Parce que même en 5 ans, déjà il y a eu le Grenelle, ça fait qu'on en parle. Il y a des choses qui ont été faites. Il y a des bracelets anti-rapprochement. Et c'est pas suffisant, parce qu'un bracelet anti-rapprochement n'empêchera pas quelqu'un d'aller tuer son ex-compagne, parce que c'est souvent des ex-compagnes. Et ça les empêchera pas, ça les arrêtera pas. C'est faux, ça. Il n'y a pas assez de moyens. Et ça, on peut le marteler tant et plus. Ils ne donnent pas assez de moyens aux associations, ils ne donnent pas assez de moyens et pour les auteurs, parce que ces auteurs-là, les mettre en prison, c'est une chose, mais il faudrait peut-être bien s'en occuper aussi. C'est pas en prison, enfin voilà, qu'on les mette quelque part, qu'ils aient des groupes de parole, des choses qui se font pour eux, parce que bon, on les changera pas, j'en suis persuadée, mais qu'il y ait des choses de fait aussi pour les auteurs. Alors ça se met en place, mais c'est pas suffisant. Et certes, on revient de très loin. Quand je vous parle de rien que mon expérience entre 2007, 2014 et maintenant, il y a des gros changements, mais c'est pas suffisant. Et c'est au niveau de la société aussi qu'il faut changer. Il faut changer complètement la société. Oui. Avec ces clichés patriarcaux qu'il y a derrière. Il faut tout changer.
C'est pour ça que je fais de la. Là, je vais être Moi, j'ai le 8 tendance à mars. penser qu'il faut renforcer la loi quand même, hein, de manière un peu plus, Oui, beaucoup déjà plus que dure. quand ils sortent, on soit prévenu. Alors ça, c'est Non, depuis oui, le mais 1er même février. avant, Hein. un mec qui tape Ben, sa ben femme, il oui, doit avoir peur un mec qui tape, mais, un homme qui tape une femme doit avoir peur mais ils n'ont pas de faire de peur. la Hein. prison. Bah, bien sûr que non, ils n'ont pas peur, Ils n'ont pas peur. ils savent très bien qu'ils ne risquent rien. Donc, Mm. Et puis, il y a un autre truc qui se joue, c'est que la loi, c'est eux. Donc, de toute façon, ils sont au-delà des lois, parce que la loi, c'est eux. Alors, tant qu'on les conforte là-dedans, qu'on les petits chouchous, hein, faut pas leur faire trop de mal, hein, faut pas trop les bousculer. Donc, tant qu'on conforte là-dedans, ces hommes-là, qu'est-ce qui peuvent les arrêter? Qu'est-ce qu'il peut avoir pour les arrêter? C'est pas possible, on peut pas les arrêter. non. Merci en tout cas, Florence, pour votre intervention ce Voilà. soir sur Ben, merci l'antenne à vous. d'Europe 1. Et puis, bon courage dans votre travail qui est important, hein, aujourd'hui, important, plus qu'important. Et puis, bien évidemment, ce soir, on pense à toutes celles qui nous écoutent et qui vivent ce type de situation et qui sont dans la peur. Et il ne faut pas qu'elles restent dans Si je cette peux me peur. permettre de dire une dernière chose, c'est qu'il y a une vie après et la vie est belle et c'est vraiment un message d'espoir. Si moi j'y suis arrivée, toutes celles qui sont derrière leur leur radio, qui écoutent là, toutes celles qui sont dans cette emprise-là peuvent s'en sortir. Il y a une très belle vie après. Certes, c'est compliqué, c'est difficile, c'est pas facile. Je veux pas dire que le chemin est facile, mais si moi j'y suis arrivée, les autres peuvent y arriver. Voilà. Et, et la vie est très belle, faut se saisir de ces moments de vie. C'est vrai que la vie est belle, il faut en profiter tant qu'on est là. Vous avez raison, Ah, Florence. On vous complètement. embrasse, passez une bonne Allez, nuit et à bientôt. Au revoir.